Objets minuscules, dont les dimensions dépassent à peine le centimètre, les intailles sont de petites pierres polies et gravées, serties dans des bagues. Les bagues à chatons sont des accessoires de mode gréco-romain que les riches Gaulois adoptent à la fin du IIe siècle avant notre ère. Les intailles les plus luxueuses sont taillées dans l'agate zonée ou de la cornaline rouge, pierres semi-précieuses qui proviennent de la lointaine péninsule indienne. Elles sont parfois remplacées par des chatons de verre colorés, imitation moins coûteuse. Le décor gravé est souvent un sujet emprunté à la mythologie gréco-romaine. Les fouilles récentes de Bibracte ont mis au jour 3 nouveaux exemplaires d'intailles qui forment une galerie de portraits de styles variés. Ici, la bague en fer dans laquelle l'intaille est sertie est partiellement conservée. Le motif est un visage féminin de profil, une sorte de diadème au sommet de la tête. Là, le motif qui représente un visage couronné de lierre. Les traits appuyés et l'expression du visage exagérée, yeux et bouche grand ouverts, font penser à un masque de comédie. Ici, le chaton légèrement ovale est en vert très sombre, presque noir, mais une lumière traversante révèle une teinte brun-roux. Une face est plate, elle est parfaitement polie et incite à la considérer comme la face principale, celle qui était vue. La pensée du jour est celle d'une archéologue, connaisseuse de Bibracte, bien que basée à Lausanne. Bonjour Sylvie Barrier. Bonjour. Qu'est-ce qu'une céramologue ? Alors, un céramologue, c'est un spécialiste en fait qui étudie les objets en vaisselle céramique qu'on va trouver sous forme de fragments, donc qui sont cassés, sur la plupart des sites archéologiques, en gros depuis la période néolithique. Et donc le but du travail, ça va être de déterminer plusieurs éléments. Donc tout d'abord, la manière dont la céramique a été fabriquée. Donc quel type d'argile a été employé, est-ce qu'elle a été modelée, est-ce qu'elle a été tournée, par exemple. Ensuite, quand on a les fragments sous les yeux, on va essayer de retrouver l'objet complet, donc avant qu'il soit cassé, et dire par exemple si c'était une assiette, un pot, un couvercle, etc. Et puis, quand c'est possible, c'est-à-dire quand on a un fragment de bord conservé, on va essayer de faire référence à un type, donc c'est-à-dire un objet identique, déjà connu, répertorié en fait dans des catalogues de dessins qu'on appelle des typologies. Quel est l'intérêt d'étudier la céramique ? Il y a bien sûr plusieurs intérêts à étudier la céramique. Mais en fait, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que chaque groupe culturel, donc c'est-à-dire chaque groupe de population défini par une aire géographique et une période, va avoir sa manière de façonner la céramique associée à certaines formes et à certains types. Et donc, en étudiant précisément la céramique, on va savoir la rattacher à un groupe culturel et à une période, donc dater les sites. Et puis, on va pouvoir aussi se poser des questions sur les mouvements de population, les mouvements d'objets, en étudiant par exemple la céramique importée. Qu'est-ce que nous apprend spécialement la céramique de Bibracte ? Alors à Bibracte, on a de la chance parce que le mobilier céramique est abondant. Donc on a beaucoup de choses à étudier. Et puis surtout, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on étudie cette céramique. Donc on a des outils d'identification qui sont bien établis. Donc quand on fait une étude à l'heure actuelle de ce qui sort des fouilles maintenant, il est possible de faire des parallèles entre le mobilier qu'on a sous les yeux et le mobilier déjà connu, ce qui va nous permettre de dater assez précisément nos couches archéologiques. Alors, on est de l'ordre de 20 à 30 ans de précision, voire même 5 à 10 ans quand on a des objets vraiment spécifiques. Et donc, ça va nous permettre en fait de comprendre l'organisation du site tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième intérêt principal, c'est qu'en fait, on est sur une période de transition marquée par la guerre des Gaules. Et donc, l'analyse de la céramique va nous permettre d'observer l'influence croissante du monde méditerranéen, donc l'Italie, la Gaule méridionale, dans le répertoire des céramiques, qui originellement est très gaulois, évidemment, et puis de plus en plus, il va être marqué par la présence des importations, et pour finir, par une grande quantité d'imitations locales de ces importations, ce qui va aboutir à un faciès totalement hybride qui n'a plus rien à voir avec le faciès du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Merci Sylvie Barrier. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des jeunes du chantier école et leurs encadrantes au PC2, site de fouilles d'une ancienne domus de Bibracte. Tiens, voici Oriane Rousselet, responsable de la médiation à Bibracte, et Charlotte Defer, archéologue et responsable de ce chantier école. Alors mesdames, que fait-on ici ?
Alors le chantier école, c'est 48 jeunes qui sont là pendant tout l'été, mais pas en même temps, répartis en 3 sessions en fonction de leur âge et de leur niveau, et à qui on fait découvrir les vrais gestes de l'archéologie sur un vrai chantier. L'idée, c'est de montrer aux jeunes vraiment le métier d'archéologue, les gestes de l'archéologue, et on les considère comme une équipe de fouilles universitaire tout à fait standard. Mais on a également des objectifs scientifiques à remplir puisqu'il s'agit de fouiller une domus gallo-romaine sur le site de Bibracte. Ils arrivent ici, ils postulent. En fait, ils font un dossier de candidature avec une lettre de motivation. C'est pas comme une colonie de vacances classique parce que la journée, ils doivent être concentrés, ils font un travail qui peut être physique, donc il faut vraiment qu'ils soient intéressés. Il y en a quelques-uns qui veulent devenir archéologues, mais c'est pas systématique. Ouais, ils sont tous très motivés en général, vu qu'ils ont un petit dossier à remplir, c'est aussi pour tester leur motivation. Parce que quand on a 15 ans, il faut avoir envie de venir passer 2 semaines à gratter des cailloux. Et puis après, il y a des aspects pratiques, c'est-à-dire que quand on fait de l'archéologie, on fouille de la terre sur de la terre. Alors pour nous, ça peut sembler assez évident quand on a l'habitude, mais c'est des grands débutants. Souvent, ils n'ont jamais touché une truelle. Et donc, on leur demande des choses qui peuvent être assez fines ou assez techniques parce qu'on a un chantier qui utilise aussi des technologies actuelles et c'est des choses qui ne sont pas instinctives. Donc voilà, c'est comme un processus éducatif et c'est pour ça qu'on a une posture qui est d'archéologue mais aussi de pédagogue pour essayer de transmettre ça de façon plus ou moins fluide. C'est une bonne école, ça permet aux jeunes, notamment ceux qui se destinent à l'archéologie, de commencer leurs études avec déjà un petit peu de métier dans les mains et ça c'est assez précieux et d'autant qu'on est quand même sur un site qui est chouette. On a des belles structures, on a une chronologie qui est intéressante et puis on a des contextes qui sont assez différents parce qu'on passe de la maison à la romaine à la maison traditionnelle gauloise, donc ça donne un bel éventail et puis des choses intéressantes à voir. Voilà, c'était les nouvelles en direct de l'Oppidum en 2021. Salut Bibracte! C'était donc le son du jour. Si vous avez trouvé de quoi il s'agit, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous donner votre réponse. Il est temps de se dire au revoir et à bientôt, à Bibracte ou sur notre site web bibracte.fr. Sois véloce!